Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Contente de te retrouver aujourd'hui pour un autre épisode d'Actualité Construction. Il y a plusieurs éléments au menu aujourd'hui. Bien content d'en discuter avec toi aujourd'hui. Oui, toujours beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, avec nous, on a Adam Mongrain, directeur habitation chez Vivre en Ville, qui va venir discuter avec nous du sujet de l'heure, la crise en habitation. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et sans plus attendre, on commence avec les nouvelles éclairs du jour. Première nouvelle, le 12 juin dernier, a eu lieu le rendez-vous ACQ au Sheraton à Laval qui a permis aux entrepreneurs de pouvoir discuter avec les différents élus dans le but de trouver des solutions aux différents enjeux qui les préoccupent. Parmi ces enjeux, sans surprise, la crise de l'habitation et aussi la modernisation de l'industrie qui sont des enjeux qui concernent pas mal tout le Québec. Absolument. Les entrepreneurs ont pu avoir la chance de discuter directement avec la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, avec le maire de Laval, Stéphane Boyer également, avec le PDG de la Régie du bâtiment du Québec, Michel Beaudoin. Ça a permis d'avoir des discussions de fond, d'aller gruger un petit peu plus sur le nœud du problème, notamment dans le secteur de l'habitation et également au niveau de la Régie du bâtiment du Québec et de la qualité de la construction. Ça a été en matinée, en après-midi, on a discuté davantage de la modernisation de l'industrie, donc sur comment on pourrait améliorer la polyvalence des métiers dans l'industrie de la construction pour gagner en productivité. Exactement. Puis, un rendez-vous à ACQ, c'est une occasion en or pour les entrepreneurs de parler de leur réalité, car qui de mieux qu'eux pour en parler avec les élus? C'est les meilleurs représentants. Absolument. Pour la deuxième nouvelle, le 13 juin dernier, on a dévoilé une étude avec la firme APECO qui met en évidence les facteurs pouvant expliquer les retards de productivité dans l'industrie de la construction sur les autres provinces. Donc, le Québec accuse, par exemple, un retard de 13% sur la productivité par rapport au secteur de la construction ontarien. C'est pas rien. Il y a plusieurs éléments qui expliquent cela. Donc, par exemple, la mobilité de la main-d'œuvre, la formation des travailleurs, le cloisonnement des métiers, qui sont tous des éléments qu'on a discutés notamment lors du rendez-vous ACQ. Exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, l'ACQ appuie les démarches de consultation entamées par le ministre Boulay pour moderniser l'industrie de la construction et croit que ça va permettre d'identifier des solutions pour réduire le retard qu'a le Québec par rapport à l'Ontario et le reste du Canada. C'est un exercice qui est fondamental pour la suite des choses dans notre industrie. Exactement. Donc, troisième et dernière nouvelle éclair. Depuis novembre 2022, Groupe Sélection a de sérieuses difficultés financières qui impactent de façon considérable la taille du promoteur immobilier et ses résidences pour aînés. On parle ici quand même d'une 50aine de mises à pied depuis décembre dernier. Peut-être qu'il va y en avoir d'autres prochainement, ainsi qu'une perte du 3/4 du portefeuille des 48 RPA. C'est un gros joueur de l'industrie de la construction. Groupe Sélection, on ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle-là. Ça va changer passablement le portrait de l'industrie et des promoteurs immobiliers, entre autres au Québec. Donc, ce sera à suivre. Je sais que c'est un sujet de discussion entre les entrepreneurs eux-mêmes et pour la suite des choses aussi, qui reprendra le portefeuille, s'il y a reprise de portefeuille complète du Groupe Sélection. Il y a déjà une partie, là, comme tu viens de le dire, Charlotte, qui a été refilée à un autre entrepreneur. Il va falloir suivre ce dossier-là de près parce que c'est plusieurs centaines de millions de dollars qui sont entre les mains du groupe Sélection. C'est une bonne partie de l'industrie de la construction également. Ce sera à suivre. Exactement. Pour la nouvelle qui nous a interpellés un petit peu plus, bon, on a fait la nouvelle il y a 2 semaines avec plusieurs autres acteurs de l'industrie de la construction, l'Institut de développement urbain, la Corpic, l'APCHQ également. Vous le savez, on a effectué une tournée auprès des maires dernièrement, puis je reviendrai sur cet élément-là, mais c'est un sujet qui nous préoccupe depuis plusieurs mois, plusieurs années même, je dirais, la crise de l'habitation. Adam,
de Vivre en Ville. Merci d'être avec nous pour en discuter. Je vais faire un petit topo là, de la situation parce qu'on a sorti une lettre le 14 juin dernier, puis c'est là-dessus que je vais vouloir revenir. Mais l'ACQ a été très active depuis l'été dernier où on a déposé un cahier de recommandations lors des élections du Québec qui s'en venaient. On a également tenu avec les différents groupes que j'ai mentionnés plus tôt un débat en matière d'habitation où les différents porte-parole en matière d'habitation sont venus exprimer les positions des différents partis. On a, suite à ce débat-là, déposé un communiqué de presse dans lequel on demandait un état de la situation, des états généraux, ainsi qu'une ministre de l'Habitation. Bon, on a eu la nomination de la ministre de l'Habitation en novembre. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis, en fait, par la suite. Et on a demandé, lors du dernier budget, on a déposé plusieurs propositions, dont notre première proposition était celle d'avoir un état des lieux, puis on y reviendra avec Adam par la suite, et également plusieurs solutions qui ont été écoutées sensiblement, mais avec peu d'investissement rattaché aux propositions, ce qui a fait en sorte qu'on ne sent pas qu'il va y avoir une sortie de crise bientôt. Et là, on est parti en tournée avec les maires, avec les autres organisations en tournée, où on a rencontré la mairesse de Longueuil, le maire de Laval, différentes mairesses et maires du Québec. Ça a culminé vers la publication d'une lettre conjointe avec les maires et mairesses qu'on a rencontrés, mais également avec des groupes de pression dont vous êtes signataire, Adam, Vivre en Ville. C'est une lettre qui demande au gouvernement d'aller de l'avant avec un état des lieux, savoir qu'est-ce qu'on doit construire, où on doit le construire. Mais d'abord, Adam, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu là, la spirale inflationniste là, des prix et de la crise du logement dans laquelle on se trouve. Là, comment tout ça s'est développé depuis quelques mois, depuis même quelques années, là. Oui, tout à fait, avec plaisir. Je vais commencer peut-être à rebours avec le très récent. À Vivre en Ville, le département habitation a été créé en 2020, puis Vivre en Ville est bien connu des municipalités du Québec. Donc, quand on a déclaré qu'on commençait à travailler sur la question de l'habitation, sur le fond, on a reçu des appels un peu partout au Québec. Puis les régions du Québec ne sont pas les mêmes. Tout le monde sait que c'est pas la même chose en Beauce, en Outaouais, en nord du Québec, en Estrie. Tout le monde a ses propres réalités. Le Québec de sa grandeur, automatiquement, exact. C'est très différent d'une très région différent. à l'autre. Savez-vous c'est quoi la chose la plus intéressante en habitation? Tout le monde dit les mêmes choses. C'est ça. Peu importe où on est au Québec, le vocabulaire est identique. On reçoit des appels de petites, de moyennes, de grandes municipalités. Les loyers sont trop chers, il n'y a pas de construction neuve, les gens ne sont pas capables d'acheter dans notre municipalité. Donc, la crise de l'habitation qu'on traverse en ce moment, c'est un rouleau compresseur qui est en train de tout aplatir les différences dans nos territoires parce que tout le monde le vit de la même façon. Autant sur le marché de la revente que de la construction neuve. Exact. Puis il y a plusieurs anecdotes de justement au moment où les prix étaient les plus élevés en pandémie, les gens vendaient, croyant faire une bonne affaire essentiellement. Ils ont vendu un prix qu'ils espéraient jamais atteindre avec une maison, par exemple, qui était excentrée. Puis avec tout cet argent-là qu'ils venaient de faire, ils n'étaient pas en mesure de se reloger dans la même municipalité parce qu'il y avait un inventaire complètement écrasé au niveau des propriétés à vendre. Il y avait de la surenchère partout, des fois 10, 12. Les prix ont augmenté de leurs propriétés, mais de toutes les autres propriétés. De toutes les autres Fait que propriétés. finalement, c'était pas tant un gain. C'était pas tant un gain au niveau de la mobilité résidentielle. C'est une des choses que je pense qu'on devrait aspirer à protéger. Dans le fond, la possibilité de la population de choisir où elle veut habiter. Dans une situation comme celle qu'on traverse en ce moment, les gens sont contraints d'habiter à certains endroits selon leur pouvoir d'achat, même les personnes qui viennent de vendre. Comment on s'est rendu là? Mais c'est pas quelque chose qui est arrivé avec la pandémie, puis c'est pas quelque chose qui est arrivé dans les dernières années non plus. Quand on regarde la courbe de progression des prix, c'est plus aux alentours de 2017-2018 qu'on a vu une déconnexion marquée entre le revenu des ménages et les prix de propriété. Puis, pendant un moment, ça avait l'air d'une bonne affaire pour tout le monde. Je crois que quelque chose qui explique qu'on a laissé la situation et la déconnexion prendre un tel écart, c'est que qui d'entre nous n'aime pas ça l'argent? Puis je pense que c'est pas par mesquinerie, c'est pas par naïveté. Les gens avaient des propriétés, puis à cause de la vigueur du marché, les propriétés se sont mis à prendre de la valeur, puis pendant un moment, ça avait l'air d'un beau cadeau. Je peux juste parler de mes parents. Moi j'ai 36 ans, eux, ils ont acheté en banlieue, en Couronne-Nord. Puis la valeur de l'actif,
a augmenté de façon prodigieuse dans les dernières années. Comme leur maison a travaillé beaucoup plus fort qu'eux d'une certaine façon. C'est un investissement pour la retraite pour beaucoup de ménages au Québec. Et ça, c'est incroyable. C'est une chance pour tous ces gens-là qui ont investi au bon moment sans savoir que ça finirait comme ça. C'est bon pour eux. C'est bon. Puis, pour de vrai, pendant un moment, ça avait l'air de la poule qui donne des œufs dorés. Comme qui aime pas cette richesse-là qui vient? L'argent ne pousse pas dans les arbres, il pousse dans les maisons. L'argent pousse dans les maisons. Et on arrive maintenant à toute la difficulté qu'on traverse en ce moment, c'est que c'était un peu un cadeau empoisonné parce que les coûts de construction suivent les coûts de vente des maisons. Donc, il y a une déconnexion entre le revenu des ménages et la valeur des maisons. Puis maintenant, construire une maison neuve, ça va coûter toujours à peu près la même chose qu'acheter une maison neuve. Donc, les prix sont comparables dans l'existant et dans le neuf. Puis maintenant que les maisons qui sont construites depuis 50, 60 ans valent 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 800 000 $. J'ai vu quelque chose de très rural hier à vendre à 900 000 $. Si on achète cette maison-là là, pour la mettre à terre, puis en construire un autre pareil au même endroit. La nouvelle maison qu'on va construire va coûter minimum 900 000 $ parce qu'il a fallu acheter une maison qui coûtait 900 000 $ pour en construire un autre. Donc, avant même de poser la première brique, on est 900 000 $ dans le trou. Puis les revenus des ménages, puis les économies qu'on a en société dans nos poches, ça plafonne un peu les investissements qu'on peut faire en construction. Maintenant que des maisons coûtent beaucoup plus cher que ce que les gens sont en général capables de payer, bien, on n'a pas assez d'argent pour dire, bien, c'est correct, on va continuer à construire par-dessus parce qu'il va falloir essuyer les coûts de terrain, il va falloir essuyer les coûts de main-d'œuvre, les coûts de matériaux. Puis on arrive à des constructions neuves qui sont calquées sur le prix de l'existant plus un petit premium parce que c'est du neuf, c'est beau, il va falloir payer la dette, il va falloir payer les taux d'intérêt qui sont plus élevés. Puis on arrive à des unités neuves que les ménages moyens au Québec ne sont plus en mesure de se payer. Donc, qui veut construire pour ne pas vendre? Personne. Personne. Je veux dire, c'est pas un modèle d'affaires de dire on va mettre des affaires très chères sur le marché en espérant que quelqu'un les aime assez pour les acheter. Donc, ça réduit beaucoup la cadence des mises en chantier. Absolument. Et ça exacerbe la crise qu'on traverse en ce moment parce que chaque mise en chantier qui n'est pas faite transfère le besoin de logement sur l'existant. Ça continue à faire monter les prix dans l'existant et à chaque fois que les prix dans l'existant montent, ça tire les coûts de construction vers le haut. Donc, on est pris dans une spirale inflationniste parce qu'il n'y a pas assez de construction. Et celles qui se construisent sont à des coûts qui sont trop élevés pour la moyenne des gens, ce qui fait que on construit moins et que les coûts de construction, eux, poursuivent leur ascension. On parle de 13 % en 2021 d'augmentation de coûts de construction pour le secteur résidentiel. Les chiffres pour 2022 sont sortis, c'est autour de 7 %. Ça fait 20 % d'augmentation dans les 2 dernières années uniquement. C'est énorme. C'est beaucoup plus que l'inflation, par exemple, qui se trouve à un relatif 6-7 % en ce moment au Québec, au Canada. Donc, on est devant une situation où on a de la difficulté à construire. Les mathématiques ne font plus de sens. Non seulement les mathématiques ne font plus de sens, mais la réglementation aussi, où on a davantage de mesures environnementales à prendre quand on construit, où on a davantage de mesures ou de consultations à faire également. Tout ça fait en sorte que si on pense maintenant à des solutions, ils ne seront pas réalisés dans les 12 prochains mois. Ça va prendre 4, 5, 6, 7, 8 ans avant de voir des projets. Plus le projet est gros, plus il prend du temps à voir le jour. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, là aussi, d'aller chercher des solutions pour accélérer, par exemple, l'émission des permis? Oui, absolument. Vivre en Ville est membre d'un collectif qui s'appelle le LAB, le Laboratoire d'abordabilité du bâti, avec l'ARPAN, qui est un OBLA en urbanisme, et l'UTIL, qui fait du logement à but non lucratif pour les populations étudiantes du Québec. Puis, on est à l'aise de le dire à qui veut l'entendre. Chaque dollar dépensé en construction, peu importe que ce soit pour payer quoi, de la main-d'œuvre, des matériaux, des permis, des frais d'occupation de l'espace public, est transféré directement dans le prix de vente.
à moins qu'il y ait une subvention, puis entre nous, on le sait, il n'y a pas infini d'argent disponible pour les subventions pour essayer de contrôler les coûts. Donc, évidemment, toutes les mesures en ce moment qui rajoutent des frais à débourser en construction neuve sont directement passées aux consommateurs. Il n'y a pas vraiment de manière de s'en sauver. C'est certain que quelque chose qui contribuerait à éclaircir les considérations à cet égard-là, c'est les états généraux qui sont demandés pour qu'on soit en mesure d'observer ensemble les tendances, les dynamiques, parler franchement de comment ça marche l'économie d'un marché résidentiel, parce que c'est distinct, par exemple, de l'économie des vergers. Comme c'est une maison, c'est pas une pomme. Il n'y a pas exactement les mêmes considérations dans la production des maisons que dans les productions des autres biens de consommation. Donc, ça serait bien d'avoir une conversation franche à propos de ça. Une des choses qu'on peut dire, c'était également dans notre rapport Porte ouverte, c'est qu'une des observations qu'on a faites dans notre recherche fondamentale, il y a une culture très prescriptive de la réglementation au Québec et au Canada en général. Donc, la réglementation exige que certaines choses soient faites pour arriver à l'émission d'un permis ou un droit de construire ou une conformité aux endroits où est-ce que ça ne coûte pas cher construire. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. On veut réduire le coût de construction au minimum. Ils ont plus tendance à fonctionner par objectif. Donc, un terrain est mis en jeu et le législateur ou le propriétaire dit « Je veux que vous atteigniez tels objectifs, par exemple, de densité, de coût de construction. » Ils peuvent carrément dire « Je veux absolument que ça ne coûte pas plus que 200 $ du pied carré. » Puis, les promoteurs puis les constructeurs, entre eux, se font de la compétition pour arriver aux objectifs qui sont demandés. Puis ça augmente la qualité de ce qui est fait. Puis ça aide à contrôler les coûts. Mais pour y arriver, ça nous prend des états généraux, ça nous prend un état des lieux. Il faut savoir qu'est-ce qu'on doit construire, quand on doit construire. Les promoteurs ont des visées sur la prévisibilité. On veut savoir quelles sont les opportunités, parce que dans le secteur de la construction, tu l'as dit tout à l'heure, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de construction augmentent sensiblement plus vite que le rythme de l'inflation. Et en ayant un état des lieux, ça nous permettrait, en tant que promoteur, en tant que constructeur, de savoir où sont les opportunités d'affaires, combien de main-d'œuvre j'ai besoin, les matériaux, à quoi ça va ressembler dans les futures années. Donc, des états généraux, c'était ce qui était demandé il y a 2 semaines de la part de tous les groupes et organisations dont vous étiez signataires, dont l'ACQ était signataire. Et on va poursuivre les démarches au cours des prochaines semaines, des prochains mois, pour continuer de mettre de la pression sur le gouvernement pour arriver au moins avec un état des lieux qui fait sens pour tout le monde. Bien sûr, on regarde vers l'avant. La gravité de la situation, c'est pas quelque chose qui va se résorber. On parle beaucoup de la date du 1er juillet comme si c'était un moment charnière à partir duquel il n'y avait plus de problème. Mais c'est un peu au contraire, le problème continue, ne disparaît pas du jour au lendemain. Exact. C'est une vision un peu étroite des problèmes qu'on peut avoir en habitation. On a la conviction que sans concertation, sans s'affranchir, par exemple, des façons de travailler qui ont dominé dans les dernières années, on va constamment reproduire les mêmes résultats. Puis c'est un signe de santé, je pense, de la société civile qu'on soit en mesure de reconnaître nos intérêts conjoints là-dedans, puis de reconnaître l'importance fondamentale de l'habitation pour la santé sociale, la santé économique, la santé culturelle, pour le bien-être de tous les Québécois et Québécoises. Donc, on espère que notre message va trouver entendeur. Exactement. Le bien-être de tous reste ce qu'on recherche à travers tout ceci. Merci beaucoup, Adam, d'être venu aujourd'hui avec nous pour nous éclairer un peu sur la crise de l'habitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et Guillaume, on se retrouve exceptionnellement dans 2 mois parce que les vacances de la construction arrivent à grands pas. Absolument. J'anticipe mes vacances à ce stade-ci. Donc, à dans 2 mois et bonnes vacances. Merci. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.